Florence, 1513. Dans une cellule humide et glaciale, un homme est suspendu par les poignets, le corps brisé par la torture de l'estrapade. Il s'appelle Nicolas Machiavel. Quelques mois plus tôt, il était l'un des hommes les plus puissants de la République. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Accusé de conspiration, banni, brisé. C'est dans cet abîme, dans la solitude de son exil forcé, que cet homme va rédiger un petit livre. Un ouvrage qui ne fait même pas 100 pages, mais qui va ébranler les fondations du monde civilisé. Un livre si dangereux qu'il sera interdit par l'Église, brûlé en place publique, et que le nom de son auteur deviendra synonyme de diabolique, de manipulateur, de cruel. La fin justifie les moyens. Tout le monde connaît cette phrase. Tout le monde pense savoir qui est Machiavel. Le conseiller des tyrans, l'homme sans âme. Mais si on vous avait menti, si ce livre, Le Prince, n'était pas un manuel pour dictateurs, mais la plus grande leçon de liberté jamais écrite? Si Machiavel n'était pas le diable, mais le premier homme à avoir osé regarder la vérité politique en face? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'Italie sanglante de la Renaissance, entre conspiration, poison et trahison, pour découvrir le véritable visage de Nicolas Machiavel. Préparez-vous, car l'histoire est souvent bien plus sombre et plus incroyable que la légende. Pour comprendre Machiavel, il faut comprendre l'enfer dans lequel il est né. L'Italie du XVe siècle n'est pas un pays. C'est un échiquier sanglant. C'est une mosaïque de petits États, Milan, Venise, Rome, Naples, Florence, qui se font une guerre perpétuelle. C'est le temps des condottières, ces mercenaires qui vendent leur fidélité aux plus offrants et qui changent de camp en pleine bataille. Machiavel naît à Florence en 1469, sous le règne de Laurent de Médicis, dit le Magnifique. C'est l'âge d'or culturel. Michel-Ange, Léonard de Vinci brisent les codes de l'art. Mais politiquement, c'est fragile. Quand Laurent meurt, le chaos éclate. Les Médicis sont chassés, Florence devient une république. C'est là qu'entre en scène un personnage fascinant. Girolamo Savonarole, un moine fanatique qui prend le pouvoir. Il brûle les œuvres d'art, interdit les fêtes, instaure une théocratie par la peur. Le jeune Machiavel observe. Il voit cet homme haranguer la foule, mais il voit aussi ses limites. Savonarole est un prophète des armées. Et pour Machiavel, un prophète sans armée est un prophète qui finit au bûcher. Ce qui arrive. Savonarole est exécuté en 1488. C'est après cette chute que Machiavel, à 29 ans, devient secrétaire de la seconde chancellerie. Il n'est pas le prince. Il est le grand commis de l'État. Il est diplomate. Pendant 14 ans, il parcourt l'Europe. Il rencontre le roi de France, l'empereur germanique et surtout, il rencontre les papes. Il voit comment les décisions se prennent réellement. Loin des discours moraux, il voit la ruse, la corruption, la force brute. Il comprend que la politique n'est pas une question de religion ou d'éthique, mais une question de survie. Mais en 1512, tout s'effondre. Les Médicis reviennent au pouvoir avec l'aide des armées espagnoles. La République est balayée. Machiavel, le serviteur de la République, est perçu comme un ennemi. C'est le début de la chute que nous avons vu au début. La torture, l'exil. Et c'est de ce désespoir que va naître son chef-d'œuvre. Imaginez un homme beau, athlétique, d'une intelligence redoutable et d'une cruauté sans limite. C'est César Borgia, le fils du pape Alexandre VI. Un homme qui tente de se tailler un royaume en Italie centrale par le fer et le poison. Pour beaucoup, César Borgia est le diable incarné. Pour Machiavel, il est fascinant. Machiavel l'a rencontré plusieurs fois lors de ses missions diplomatiques, et il a vu en lui quelque chose que les autres n'avaient pas, la capacité d'être un dirigeant total. César Borgia conquiert la Romagne, une région anarchique pleine de petits seigneurs pillards. Comment fait-il pour rétablir l'ordre? Il utilise un homme, Ramiro de Orco, un ministre d'une cruauté impitoyable. Ramiro pacifie la région par la terreur, pendaisons massives, torture. Une fois l'ordre rétabli, que fait César? Il sait que le peuple déteste Ramiro pour ses cruautés. Il sait aussi que s'il le garde, cette haine finira par se retourner contre lui-même, César. C'est ici que Machiavel décrit l'horreur politique pure. Un matin, on vit à César Ramiro de Orco, coupé en 2 morceaux sur la place publique, avec un billot de bois et un couteau sanglant à ses côtés.
La férocité d'un tel spectacle rendit le peuple à la fois satisfait et stupéfait. Réfléchissez à cela. César a utilisé la cruauté d'un autre pour faire le sale boulot, puis il a exécuté ce même homme pour se donner le beau rôle et apaiser la foule. C'est odieux, c'est monstrueux. Mais pour Machiavel, c'est du génie politique. Pourquoi ? Parce que César a atteint son objectif, établir l'ordre et la paix dans une région qui en était privée depuis des siècles, tout en s'assurant la loyauté de ses nouveaux sujets. Dans Le Prince, Machiavel prend César Borgia comme modèle. Pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il est efficace. Et c'est là que réside la rupture fondamentale de Machiavel. Il sépare totalement la politique de la morale. C'est le premier technicien du pouvoir. Exilé dans sa petite ferme, loin de la vie publique qu'il adore, Machiavel s'ennuie. Pour occuper ses journées, il écrit. Il écrit Le Prince. Il dédie ce livre à Laurent II de Médicis, le nouveau maître de Florence. Son but est simple. Il veut montrer aux Médicis qu'il comprend le pouvoir mieux que personne et qu'ils auraient tout intérêt à l'embaucher comme conseiller. Il veut désespérément revenir aux affaires. Mais en écrivant ce CV d'un genre nouveau, il casse une tradition millénaire. Depuis le Moyen-Âge, les philosophes écrivent des « miroirs des princes », des manuels pour expliquer comment être un roi juste, bon, clément, pieux, chrétien. Machiavel arrive et dit « Tout ça, c'est des bêtises ». Il écrit « Il m'a paru plus convenable de suivre la vérité effective de la chose que l'imagination qu'on s'en fait. Celui qui veut en tout lieu faire profession d'homme de bien, il faut qu'il périsse au milieu de tant d'autres qui ne sont pas bons. » Un dirigeant qui veut être moral dans un monde de loups court à sa perte. Et pire, il court à la perte de son État. L'obligation du prince n'est pas d'aller au paradis, mais de protéger son peuple, de garantir la stabilité. Et s'il faut pour cela mentir, trahir, tuer, alors il doit le faire. C'est ici que Machiavel introduit deux concepts révolutionnaires. 1. La fortuna, la chance, le hasard, l'imprévisible. Pour Machiavel, la fortune est comme un fleuve dévastateur qui sort de son lit. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut s'y préparer. 2. La vertu, ce n'est pas la vertu chrétienne, c'est l'énergie, le courage, l'intelligence, la capacité du prince à dompter la fortune. Et pour dompter la fortune, le prince doit être double. C'est la célèbre métaphore du chapitre 18. Le prince doit être à la fois lion et renard. Le lion est fort, il effraie les loups, mais il ne voit pas les pièges. Le renard est rusé, il voit les pièges, mais il ne peut pas se défendre contre les loups. Un bon dirigeant doit savoir utiliser la force et la ruse selon la situation. Machiavel vient d'inventer la realpolitik, et le monde ne lui pardonnera pas. Le destin de ce livre est ironique. Machiavel l'a écrit pour gagner les faveurs des Médicis. On ne sait même pas si Laurent II l'a lu. Ce qu'on sait, c'est que Machiavel n'a jamais récupéré son poste. Il est mort pauvre en 1527, juste après que les Médicis ont été chassés à nouveau de Florence, et que la République qu'il aimait tant l'a banni pour collaboration avec les Médicis. Il a tout perdu. Mais le prince va avoir une vie propre. Quelques années après sa mort, le livre circule. L'onde de choc est massive. L'Église est horrifiée par cette séparation de la politique et de la religion. Elle met le livre à l'index, les livres interdits. On invente le terme « machiavélique » pour désigner ce qui est diabolique, fourbe, cruel. Pourtant, sous le manteau, tous les grands dirigeants le lisent. Charles Quint, le cardinal de Richelieu, Frédéric II de Prusse, qui a écrit une réfutation de Machiavel pour la forme, avant de l'appliquer à la lettre. Napoléon Bonaparte, le prince devient le livre de chevet des puissants. C'est le grand mystère de Machiavel. Comment ce petit livre, écrit par un homme en échec, est-il devenu la Bible du pouvoir moderne? Parce que, pour la première fois, quelqu'un a osé briser le tabou. Machiavel n'a pas inventé la cruauté en politique, elle existait bien avant lui. Il a juste eu le courage, ou l'audace, de la décrire sans phare. Sur sa tombe à Florence, on peut lire cette inscription. Tanto nomini nullum par elogium. À un si grand nom, aucun éloge n'est égal. C'est l'hommage tardif d'une ville qu'il a bannie à un homme qui a vu la vérité politique, brute et terrible. Alors, Machiavel, le diable ou le réaliste? C'est à vous de juger. Mais une chose est sûre,
après l'avoir lu, on ne regarde plus jamais le pouvoir de la même façon. On comprend que derrière les discours moraux, il y a souvent, tapis dans l'ombre, le froid calcul du renard et la force du lion. L'histoire regorge de ces personnages complexes, de ces destins brisés qui ont changé le cours du monde par leurs idées. Et vous? Qu'en pensez-vous? Machiavel a-t-il libéré la pensée politique ou a-t-il ouvert une boîte de Pandore? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette plongée dans les mystères et l'histoire sombre de la Renaissance vous a fasciné, ne manquez pas nos prochaines enquêtes. L'histoire est pleine de secrets incroyables qui n'attendent que d'être découverts. Pour ne rien rater, pour nous soutenir et pour continuer à explorer ces énigmes du passé avec nous, il n'y a qu'une chose à faire. Abonne-toi à Histoire et Mystères Incroyables. Clique sur la cloche pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour un nouveau mystère. Ciao.